Le regret maternel, c'est vraiment, se poser la question, est-ce que si c'était à refaire, je le ferais? Et que la réponse soit non. Puis moi, c'est clairement ça, ma réponse, en fait. Et ça n'a rien à voir avec mon fils. Ben, c'est ce que j'allais dire. Précisons tout de suite, c'est pas le fils qui est regretté, c'est le rôle de mère. C'est pas l'enfant, exactement. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado centré sur l'équilibre. C'est Evelyne, j'espère que vous allez bien. On a décidé aujourd'hui d'inviter deux femmes qui ont écrit sur la maternité, deux femmes qui souhaitent qu'on parle de pression sociale qui pèse sur les femmes, qui aimeraient aussi que chaque femme puisse décider d'avoir un enfant ou pas de façon libre, éclairée, de façon juste. Je vous les présente tous les deux. On a d'abord Astrid Dureau-Deligny. Bonjour. Bonjour Evelyne. Astrid a écrit Le regret maternel quand le rôle de mère est trop lourd à porter en 2022. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. T'attendais-tu à ça, cette réaction-là? Honnêtement, oui. Ben, je m'y attendais, c'est-à-dire que je savais que ça allait faire parler. Je pense que ça a plus fait parler en France qu'ici, mais peut-être que je me trompe. Parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est pas mal plus tabou, dans le sens où au Québec, je sens qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit. Je l'ai vu au niveau des interviews que j'ai pu avoir, au niveau des rencontres que j'ai pu faire. Il y avait peut-être plus de bienveillance. En tout cas, l'accueil a été meilleur, mais après, il faut savoir que je ne lis pas les commentaires sur les réseaux sociaux. Ah, c'est probablement sage. Ça a dû aider aussi, mais je m'y attendais sans vraiment m'y attendre. C'est comme, on sait pas trop dans quoi on se lance quand on écrit un livre, surtout quand c'est le premier. Donc, oui, bien sûr. Et en 2023, vient tout juste de paraître, Je pense que j'en aurai pas, de Catherine Gauthier. Bonjour, Catherine. Bonjour. C'est un livre qui est illustré d'abord. Oui, roman graphique. Roman graphique qui a pris combien d'heures à dessiner toutes ces images très, très détaillées? J'ai pas compté. J'ai pas compté parce que ça serait juste décourageant, le nombre de soirées de fin de semaine que j'ai investi là-dedans. Mais l'essentiel, c'était le résultat. Je suis contente du résultat, donc voilà. Pourquoi prendre la parole publiquement sur le fait de ne pas avoir d'enfant par la force des choses, finalement, Catherine? Pourquoi vouloir le dire au monde entier? Ouais, ben ça peut paraître drôle en fait de parler de quelque chose qu'on n'a pas, mais je pense que la maternité, ça reste une question que toutes les femmes sont confrontées en fait à la maternité, qu'elle aille ou qu'elle aille pas. Puis moi en fait, c'est ça, j'ai pas eu d'enfant un peu par mon parcours, par la vie, ça n'a pas nécessairement été un choix. Puis je voyais beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de femmes autour de moi qui vivaient la même situation. En fait, c'est rare. J'en connais, mais j'en connais vraiment moins. Tu sais, des femmes qui disent, OK, mais moi, j'en voulais pas d'enfants. Toutes mes amies, tout mon entourage, même dans ma famille, j'ai des tantes, c'est juste pas arrivé. Puis on n'en parle jamais. Puis fait que je trouvais qu'on était comme une petite portion de femmes qui n'étaient aucunement représentées. Puis je trouvais que c'était vraiment un sujet le fun à exploiter puis à en parler, en fait. Ouais. Et la réception de ton côté? Ah ben ça a été super positif, en fait. Ouais, pour l'instant, il y a beaucoup de femmes qui m'approchent, qui me disent « Ah, merci, tu sais, d'avoir mis des mots, tu sais, merci d'avoir compris, en fait, notre situation. » Puis il y a même des mères, en fait, tu sais, qui, tu sais, veut pas, je me pose des questions que toute femme se pose, mère ou non, dans ce livre-là. Donc, les femmes se sont senties interpellées aussi, les mères, en fait. C'est vrai qu'il y a des bonnes questions, on y reviendra. J'aimerais qu'on parle un peu du regret maternel. De ton côté, Astrid, qu'est-ce qui t'a incité à publier sur ce sujet-là en particulier, qui est assez tabou, on va se le dire? En fait, la décision vient de moi, oui, mais c'est pas moi qui ai approché les éditions Larousse, c'est eux, en fait, qui ont toqué à ma porte virtuelle sur Instagram en septembre 2021. Donc, mon compte Instagram avait à peu près 1 an. Et c'est assez marrant parce que quand j'ai été contactée, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que quelqu'un se faisait passer pour une éditrice. Et pour moi, c'était juste un milieu d'arrivée, une chose comme ça. Je sais pas, sûrement encore une fois la question de la confiance en moi, de l'estime de moi, de se dire mais qui va s'intéresser au sujet, oui, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi moi et pas plus quelqu'un d'autre? Peut-être que les 20 000 abonnés du compte Instagram, le regret maternel, il était pour quelque chose. À l'époque, il n'y en avait pas autant, j'avoue. Il y avait peut-être 10 000, ce qui est déjà énorme. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer. En fait, je réalise pas trop qu'il y a autant de monde. Puis je suis un peu moins active du fait que je travaille à temps plein, donc j'ai
j'ai moins de temps malheureusement à consacrer au compte. Ouais. Mais oui, c'est sûr que quand on m'a proposé d'écrire ce livre, j'ai eu un moment d'hésitation et je me suis dit pourquoi pas, justement, pourquoi pas. Moi, je sais que ado, je rêvais d'écrire, mais sur quoi, comment, où. J'ai toujours adoré tout ce qui est la littérature, c'est ça, je suis quelqu'un qui aime écrire. Et je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Alors oui, c'est jeter un gros pavé dans la mare. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai bien fait, en fait. J'ai bien fait. Le regret maternel, l'ambivalence maternelle, c'est quoi la différence entre les deux? Je dirais que l'ambivalence maternelle, ça va plus être temporaire. J'en parle un petit peu dans le livre, ça va être par exemple, je sais pas moi, on a passé une journée qui a été assez difficile avec un enfant qui va être très demandant ou qui va avoir plusieurs crises dans la journée, puis qu'on est fatigué à la fin de la journée, on a juste hâte qu'il soit couché. Une fois qu'il est couché, on scrolle sur le téléphone en regardant les photos de quand il était bébé en disant « Oh, il était tellement cute à ce moment-là ». Ça, c'est encore maintenant, c'est exactement ça en fait. C'est je suis nostalgique de cette période, mais pas nostalgique de comment je me ressentais à l'époque en fait. J'aimerais revivre ces moments-là, mais sans la difficulté que j'avais à ce moment-là, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Tandis que le regret, c'est quelque chose qui peut s'estomper avec le temps, mais ça, c'est propre à chacune. J'allais dire chacun, mais c'est surtout les femmes dont je parle. Ouais. Le regret maternel, c'est vraiment, se poser la question, est-ce que si c'était à refaire, je le ferais? Et que la réponse soit non. Puis moi, c'est clairement ça, ma réponse, en fait. Et ça n'a rien à voir avec mon fils. C'est ce que j'allais dire. Précisons tout de suite, c'est pas le fils qui est regretté, c'est le rôle de mère. C'est pas l'enfant, exactement. Évidemment que j'entends des gens au fond me dire oui, mais c'est la même chose parce que sans ton enfant, tu regretteras pas. Oui, mais le sujet, c'est moi. C'est pas mon fils. C'est le rôle de mère que je regrette et que si je pouvais, je l'enlèverais. C'est pas effacer mon fils. Aujourd'hui, il est bien vivant, il est là. Je peux pas remonter dans le temps. Si demain il lui arrive quelque chose, j'en serais dévastée en fait. La question n'est pas de l'éliminer de ma vie. Maintenant qu'il est là, il est là. Mais si j'avais pu avoir un autre choix à l'époque, en sachant tout ce que j'allais traverser et les difficultés que j'allais vivre et que je vis encore aujourd'hui, je le ferais pas. Ça présuppose en tout cas qu'on est mal outillé, mal préparé à ce que sera notre vie avec un enfant ou sans un enfant. C'est comme si finalement, quand tu étais femme, il y avait l'enfant qui arrivait dans le portrait de facto. C'est comme si on ne questionnait même pas ça, en fait. C'est ça, je pense qu'on ne questionne pas. Puis en fait, il y a une espèce de propagande, entre guillemets, là. En fait, que les femmes disent toutes les mères qu'on entend, avoir un enfant, c'est merveilleux ici. Puis, les mères oublient aussi, là, d'une autre génération, à quel point, ça a peut-être été difficile au départ. Fait que je pense qu'il n'y a pas, justement, personne te le dit vraiment à quel point c'est dur d'avoir un enfant. Puis comme tu dis dans ton livre aussi, tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu. C'est juste qu'après ça, il est trop tard. Exactement. Ouais. C'est la seule chose dans la vie où on peut pas revenir en arrière, en fait. Je veux dire, on est en couple, si ça marche pas, on se sépare. Il y a plein de choses où on peut finalement se dire, mauvaise idée. Genre, moi, ça fait 15 ans que je suis au Québec. Si demain, je décide que finalement, j'ai peut-être envie de partir ailleurs, oui, ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est faisable. Ouais. L'enfant, une fois qu'il est là, on peut pas juste dire, ciao, bye, tu reviens de là où t'es parti, où t'es arrivé, puis c'est fini, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Donc, vous pensez toutes les deux qu'il y a une espèce d'hypocrisie, finalement, sur la représentation de la maternité? Je sais pas si je parlerais d'hypocrisie, mais il y a des injonctions énormes à avoir des enfants, dans le sens où, comme tu disais, là, c'est que du bonheur. Faut arrêter un petit peu. C'est pas que du bonheur. Même les femmes qui sont épanouies dans la maternité, je peux pas croire qu'il y a pas des moments où elles sont épuisées, où elles se disent pas, ah là là, j'aimerais bien avoir une journée toute seule. Ça, ce serait hypocrite, selon moi. Ouais. Qu'est-ce que tu regrettes dans ton rôle de mère, là, que ce soit bien clair pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, Astrid? Mais en fait, c'est pas tant que je regrette. C'est difficile à exprimer pour moi. C'est assez clair dans ma tête parce que ça fait quand même 3 ans que je parle de ça avec mon entourage ou sur les réseaux. Mais en fait, c'est que aujourd'hui, je me rends compte que je suis pas faite pour être mère. Quand je me vois avec mon fils, quand je vois des photos de nous deux, c'est comme s'il y avait quelque chose où je me disais, je suis pas crédible. Il y a quelque chose de faux là-dedans. C'est comme si je jouais un rôle. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. C'est exactement ça. Comme si je jouais un rôle, puis qu'à un moment donné, en fait, on va dire, OK, c'est terminé. Le film est fini. Tu peux reprendre ta vie. Et puis, l'enfant qui jouait ton fils va retrouver sa vraie mère. Je me demande pourquoi on fait des enfants. Tu te poses la question dans le livre, Catherine, que tu as publié. Tu poses la question à plein de gens, en fait. Pourquoi vous faites des enfants? Comment on sait qu'on en veut des enfants? C'est ça. Je pense qu'il y en a qui ont une conviction profonde, mais moi, je voulais...
C'est une question qu'on pose jamais, alors qu'on se fait tout le temps poser la question, vas-tu avoir des enfants? Ou pourquoi t'en as pas? Pourquoi t'en as pas? Mais c'est comme, non, pourquoi vous avez fait des enfants? Puis tu sais, comme, tu sais, d'une plus vieille génération, moi, je sais que mes parents, c'est, parce qu'on était rendu là, parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est tellement pas des bonnes raisons. Posez-vous un petit peu plus de questions. Puis je pense que les gens, peut-être, en tout cas, moi, je me pose beaucoup de questions dans la vie, mais je pense qu'il y a des parents qui se posent peut-être pas assez de la question, puis après ça, ils tombent de haut aussi, peut-être un peu, ou qui s'attendaient pas à ça, mais je pense qu'on le doit, c'est tellement gros, mettre un enfant au monde, c'est créer la vie quand même, fait que je pense qu'on leur doit de réfléchir peut-être un petit peu à la question avant. Mais, tu sais, à savoir, pourquoi qu'on fait des enfants, c'est ça, j'ai pas vraiment la réponse non plus, mais... Ben, c'est propre à chacun. Dans ton cas, tu voulais des enfants? Pendant un moment, oui, c'est ça. Moi, c'est un peu que les cases à cocher, là, justement, des trucs on se dit que c'est ça un peu la route du bonheur. Fait que, il y a un moment, c'est ça, où j'étais avec un conjoint, on était vraiment proches, puis finalement, la relation ne s'est pas poursuivie, fait que ça a arrêté là, puis après ça, j'étais célibataire, puis peut-être juste aussi pas là, psychologiquement aussi, prête à m'investir, puis... C'est pour moi, être maman solo, chapeau, mais je serais juste incapable d'aller dans cette avenue-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça s'est juste pas passé. Mais je pense que peut-être dans une autre vie où si j'avais fait d'autres choix, peut-être que ça se serait passé. Peut-être que j'aurais été heureuse. Peut-être que j'aurais eu un regret maternel. J'ai aucune idée. Est-ce que tu as des regrets en ce moment? Non. Non, je pense que... J'ai des témoignages de femmes dans mon livre, justement, là, pour elles, c'est vraiment un deuil total, tu sais, de ne pas avoir d'enfant, une douleur même après des années. Moi, j'avoue que j'étais un petit peu plus mitigée dans mes émotions par rapport à ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai eu le recul nécessaire aussi de faire ce livre-là puis de me poser toutes ces questions-là. Ouais. Je le disais tantôt, crois-tu qu'on est mal préparé? Dans ton cas, Astrid, tu voulais avoir un enfant avec ton conjoint, vous étiez établi ici. C'est ça, mais je pense, comme tu dis, il y a aussi cette histoire de cases à cocher. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai pas allumé plus tôt, en fait? Mais parce que je pense que j'étais persuadée que, comme sûrement beaucoup de personnes, ça allait bien aller, puis que j'allais gérer, que on serait deux, puis... c'est difficile, en fait, de me rappeler exactement mon état d'esprit avant, parce que mon cerveau a tellement changé en 5 ans que c'est très compliqué, en fait. Mais t'as pas eu de sœur, de cousine, de grand-mère qui t'a dit « Voici ce qui s'en vient ». Oh non. Mais à la lecture de vos livres, là, je me dis, je pense que la situation que vous vivez toutes les deux et que bien des femmes vivent, cet état de solitude dans les premières années de maternité ou de solitude dans son célibat, dans le fait des questions intrusives, on y reviendra, c'est un peu comme si on avait oublié le collectif parce qu'on est seul, on est habitué à faire tout seul, à pas demander de l'aide, on n'a pas de relevailles pendant les 40 premiers jours après la naissance, par exemple. Il y a pas de grande sœur qui nous tient par la main et qui dit « Hey, c'est ça qui s'en vient pour toi » ou « C'est ça qui s'en vient pas pour toi ». C'est comme si on était d'une grande solitude. Astrid, est-ce que tu penses que le contexte social joue beaucoup dans ton regret? Ça joue beaucoup, mais plus le temps passe, plus je me dis que peut-être que malgré ça, j'aurais quand même ressenti ce que je ressens aujourd'hui parce que c'est plus profond, parce que là, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des moments où je me dis j'aimerais ça avoir un peu plus de soutien, de break, parce que nos familles, mon conjoint et moi, elles sont en France. On n'a pas de break à part de prendre une gardienne de temps en temps, mais on s'entend que ça prend de l'organisation. On peut pas juste claquer des doigts et puis de l'argent, comme tu dis. Donc c'est vraiment... Sûrement que si j'avais été plus accompagnée, plus entourée dans les premiers mois de vie de mon enfant, ça aurait été plus paisible. Je serais peut-être passée à côté de la dépression postpartum. C'est possible. Est-ce que le regret ne serait pas quand même pointé? Ça, je pourrais jamais le dire parce que je pense que c'est vraiment mon enfance qui ressort, ma colère, mes difficultés, mon impression clairement que je ne suis pas faite pour ça, même ma certitude que j'aurais pu m'accomplir beaucoup mieux autrement, en fait. Maintenant, il y a la culpabilité qui embarque. Et la culpabilité, elle fait qu'on essaye de se démener fois 200%, là, pour que son enfant ne souffre pas de ce ressenti. Donc, c'est aussi très demandant au niveau énergie parce que on
la barre, elle est pas là, elle est là. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Ouais, ben, je pense qu'il y a une grosse pression qu'on se met dans toutes les facettes de notre vie, mais je pense dans la maternité aussi. Là, peut-être qu'avant, il faisait des enfants, mais il s'en occupait comme moyen. Tu sais, maintenant, non. Tu sais, la pression est là aussi parce qu'on a des... Tu sais, maintenant, on connaît mieux l'éducation, on connaît mieux l'importance des premiers mois dans la vie d'un enfant. Ça fait juste rajouter de la pression, puis encore plus de pression à mieux faire. Ouais. Puis moi, j'ai peur de briser mon enfant, en fait. J'ai peur que, alors évidemment que tout enfant aura des choses à reprocher à ses parents, ça je le sais, mais j'ai pas envie. Même si on fait de son mieux, exactement. il y a un reproche qui va arriver quelque part. C'est bien correct, mais je me dis, j'ai tellement envie je sais, parfois je déborde parce que j'en ai marre, c'est la 15e fois que je répète un truc simple, va te laver les dents, ça fait 5 ans que je te dis de te laver les dents, je veux dire, c'est quelque chose d'évident, il y a la fatigue de la journée de travail, c'est pareil, il y a cette phrase que je dis dans mon livre, d'ailleurs je ne sais pas qui l'a écrite et j'aimerais ça le savoir. Je sais plus exactement comment c'est, mais en gros, on attend des femmes qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles aient des enfants comme si elles ne travaillaient pas. Ça marche pas à notre époque, c'est pas possible en fait. Ouais, il y a comme une pression d'avoir de bons enfants, d'avoir une maison bien tenue, une carrière intéressante, des bons amis, une vie de couple épanouie. En plus, il faut que rien dépasse et qu'on n'ait pas de taches sur nos vêtements. C'est ça. Et c'est dur justement, cet équilibre, il est dur à trouver justement parce que on essaye. Moi, j'ai réduit mes heures de travail, alors pas grand-chose. J'étais à 40 heures, je passe à 35. Ça fait une petite différence. Une heure par jour. C'est ça, une heure par jour. Mais voilà, il faut quand même que je travaille moins. J'aurais pu dire, moi, je fais toujours mes 40 heures. Puis c'est mon conjoint qui va prendre moins d'heures de travail, puis qui va plus s'occuper de... Je m'occupe pas plus de mon enfant, je prends juste un peu plus de temps pour moi, pour souffler. Mm-hmm. Tu parles de la pression, Astrid, mais il y a une pression aussi à la maternité. Tu sais. Ce qui m'a frappé, entre autres, dans ton livre, c'est une planche où c'est ta maman qui te dit « Je dois faire mon deuil de ne pas être grand-maman. » Donc, il y a une pression du milieu au complet, là, dans ton cas, Catherine. Oh, oui, ben totalement. Puis ben c'est ça, c'est que mes parents, quand je me suis séparée, c'est ça, ils ont fait ce deuil-là, puis ben malheureusement, ils m'en ont fait part. On aurait pu se retenir, mais bon. C'est violent, je trouve. Oui, cette pression-là est là constamment, en fait. Puis, tu sais, moi, ce que je voulais soulever aussi dans mon livre, c'est que c'est internalisé. Tu sais, c'est pas méchant de la part de ma mère de m'être dit ça. En fait, c'est juste que pour elle, c'était tellement sûr qu'elle allait être grand-mère que oui, c'est un deuil à faire. Même chose que quand on a des amis qui nous disent « Ah, vous avez une chambre de libre, c'est pour quand les enfants? » C'est pas méchant. C'est juste tellement normal, en fait, de poser cette question-là, alors que ça le devrait pas parce que c'est vraiment personnel. C'est intrusif, c'est ça. C'est très intime. Puis je me dis, ton livre, j'espère justement que ça va aider aussi les gens à mieux comprendre que on peut pas se permettre de tout dire, même si ça part pas d'une mauvaise intention, que ça peut être extrêmement blessant. Comme la question de quand est-ce que tu vas avoir un deuxième, on sait pas. Si les gens, ils essayent depuis 3 ans puis qu'ils n'y arrivent pas, s'il y a eu des difficultés qui font que il y en aura pas d'autres, c'est hyper intrusif. Ouais. T'en as eu, toi, des questions intrusives aussi? Alors, j'ai eu pas tant... Je veux dire, moi, j'ai quand même parlé de mon regret. Mon fils avait quoi ? J'ai créé mon compte Instagram, il avait 2 ans, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on me posait pas trop de questions. N'étant pas en France avec ma famille qui était proche de moi, moins. Mais c'est vrai que le jour de mon mariage, j'ai une de mes tantes qui m'a dit « Bon, t'auras au moins 3 enfants. » Basé sur quoi? En fait, on va commencer par 1, puis on verra ensuite, parce que on travaille tous les 2. Enfin, mais les gens parlent d'eux-mêmes, ils projettent. Exactement, sur je pense que c'est ça. Peut-être que ta tante voulait avoir 3 Exactement, elle en a eu plus de 3 d'ailleurs, mais oui, mais je pense que c'est ça. En fait, il y a la volonté on se dit, nous, ça a bien été, ou supposément ça a bien été, donc on espère ça pour les autres, mais on est tous et toutes différents, donc on peut pas... Enfin oui, je trouve ça... Bon, après, mes tantes sont assez âgées, donc je vais dire que c'est générationnel, mais c'est sûr que dans l'entourage proche, ça peut piquer parfois, Pour chaque invité qui passe ici, on pose la même question. Le titre du balado, c'est centré sur l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi pour toi, Astrid? L'équilibre, pour moi, ça va être, c'est ça, de diviser équitablement mes casquettes. Casquette de mère, casquette de conjointe, casquette de femme, casquette de professionnelle. D'arriver à trouver justement, c'est bien ça, l'équilibre. Trouver un juste milieu pour que tout s'accorde comme il faut, pour que chaque casquette, comme j'appelle ça, se pose bien sur la tête puis que ce soit pas bancal. C'est comme ça que je résumerais ça, l'équilibre. Il faut 7 têtes, c'est ça? Ouais, c'est pas mal ça, 7 têtes, j'aime ça. De ton côté, Catherine, qu'est-ce que c'est l'équilibre? Comment tu trouves l'équilibre? Tu cherches l'équilibre?
Ben, moi, je dirais que pour moi, l'équilibre, c'est de pas tomber dans les extrêmes. Donc, c'est travailler, mais pas trop. Chose que j'ai de la misère à gérer. Mais, tu sais, même dans l'alimentation, bien manger, mais en même temps, pas virer folle avec ça. Se permettre aussi des petites gourmandises. Donc, je pense que c'est vraiment... J'essaie toujours d'avoir un équilibre et de pas tomber dans les extrêmes dans tout ce que je fais. Je trouve que toutes les deux, vous écorchez un peu un archétype qui est celui de la mère. C'est-à-dire, quand on est femme, on est né avec un utérus, on est faite pour avoir des enfants, alors qu'on peut décider d'autres choses. Ou encore, quand on est mère, on est supposé aimer ça. C'est à peu près un des seuls archétypes auxquels on n'a pas touché encore. La réaction, parfois, est vive, j'imagine. Mais dans votre entourage, comment ça a été reçu? Je vais commencer par Astrid. Ton mari, par exemple, ta famille, quand ils ont lu ça, Alors, comment mon ça a été mari, reçu? c'est sûr que je me rappelle même plus. Peut-être que je lis dans le livre. Je l'ai pas relu depuis Pendant qu'il la est sorti. pandémie, c'est la C'est première fois ça, que où tu j'en ai parlé exactement. Ouais. C'est sûr que je pense qu'il est un peu tombé des nues. Bah, il voyait bien que ça allait pas trop. Hein. Ça, c'était pas nouveau. Mais est-ce que sur le moment, il s'est pas juste dit, bon, bah, il y a la pandémie qui entre en ligne de compte, donc c'est violent, donc ça va lui passer. C'est possible. Quand j'ai créé mon compte Instagram, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai attendu 5-6 mois. Puis je détestais avoir l'impression de lui mentir, en fait, de faire des choses dans son dos. Puis comme je travaillais plus à ce moment-là, ça, c'était mon travail. Même si c'était non rémunéré, je passais 6-7 heures par jour à lire, à écrire, à me documenter. Un autre travail non rémunéré. Exactement, mais que j'ai adoré faire. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était très thérapeutique. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai montré mon téléphone avec mon compte Instagram. Lui, il n'est pas du tout réseaux sociaux, donc bon. Il m'a dit, je sais bien que tu regrettes. Je dis non, mais c'est moi, en fait, derrière le compte. Il a dit, ah. Mais après, il y a eu beaucoup de soutien de sa part, parce que le livre, par exemple, quand je lui ai parlé de cette opportunité, il m'a dit, ça peut t'aider, te faire du bien, vas-y, en fait. Sans son soutien, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ouais, je me dis que j'ai de la chance, même si je devrais pas dire j'ai de la chance, mais quand même, parce que c'est un sujet fort et dur pour lui aussi, parce que ça veut dire pas d'autres enfants, alors que lui aurait espéré, aurait aimé en avoir au moins un autre. Donc c'est des concessions, puis je me dis c'est l'amour qui me porte, heureusement, voilà. Donc oui. Par contre, ma famille, j'ai pas eu beaucoup de retours de gens de ma famille. Alors j'ai certaines personnes, des cousines plus éloignées, avec qui je parle pas forcément tous les jours, qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui m'ont félicité, certaines m'ont dit malgré ça j'arrive toujours pas trop à comprendre, mais c'était très bienveillant, très respectueux. Donc moi je suis prête à entendre tout ce qu'on peut me dire tant que c'est dans la bienveillance. Mon père l'a lu, il n'a pas jugé mon regret en tant que tel. Par contre, il a eu beaucoup de difficultés à accepter que je puisse parler de mon éducation. Ben oui, de ton enfance, parce que tu vas en détail quand même. Et puis j'ai fait relire à mon frère et ma sœur tous les passages avant que ce soit, parce que je voulais avoir un peu de recul, parce que moi j'étais vraiment la tête dedans là, donc j'avais envie de. Ma sœur m'a dit, moi je trouve que c'est très bien. Mon frère a repris quelques petites choses, mais après explication, il a compris que pourquoi c'était comme ça. Mon père, oui, je me souviens qu'il m'a écrit un mail. On n'en a jamais parlé de vive voix, mais il m'avait écrit un mail pour me dire. En fait, pour moi, il était à côté de la plaque complètement. En fait, il interprétait des propos, c'était pas ça le sens. En fait, c'est confrontant. C'est ça, oui. Puis mon père est surtout pas mal plus âgé que les pères de personnes de ma génération, donc je peux comprendre. C'est sûr qu'il y a des moments, je me dis, j'aurais aimé, en fait, ne serait-ce qu'ils me disent, je suis désolée que tu aies pu te sentir comme ça. Mais bon, j'ai fait le deuil de ça. Justement, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai le soutien de pas mal tous mes amis. Il y a quand même beaucoup de retours positifs de mes proches dans l'ensemble. Si on met de côté mon père, mais encore une fois, mon père, je peux comprendre que c'était peut-être plus touché, là, mais... Donc, j'ai eu quand même un retour. J'étais agréablement surprise parce que, le fait que je publie avec mon nom de jeune fille... En plus, ça a été aussi compliqué. Parce qu'à la base, je savais pas si j'allais écrire avec mon nom, un nom d'emprunt, etc. Puis je me suis dit, non, il faut que je l'écrive avec mon nom parce que... Courageux, en tout cas. J'avais envie aussi de peut-être donner de la force aux personnes qui n'osent pas en parler autour d'elles. De dire, tu vas y arriver. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ton livre, Catherine, c'est que il y a comme un chemin tracé. On dirait qu'on écoute tout le même conte de fées, là. On a on s'est tout abreuvé aux mêmes histoires. On a construit notre chemin de vie quand on était enfant à partir des modèles qu'on avait, même si c'était peut-être pas notre chemin, finalement.
Non, mais c'est ça, je pense qu'on a toute, je pense que toute la fiction aussi, ça vient tout renforcer l'idée que bon, tu sais, c'est ça, faut se trouver un conjoint, faut acheter une maison, faut avoir un chien, avoir des enfants, tu sais, c'est vraiment ça en fait, le chemin tout tracé un peu qu'on nous voit, d'avoir une carrière aussi bien sûr là-dedans. C'est juste que tu sais, finalement, dès qu'on déroge un peu à une de ces cases-là, fait que soit si on n'a pas de conjoint, si on n'a pas de maison, là, on commence déjà comme à perdre pied un peu, puis à se questionner, est-ce qu'on est normal? Est-ce qu'on va être heureux? Je pense qu'on mise beaucoup trop sur cette formule-là comme étant un bonheur comme préfabriqué, mais ça peut pas être la même recette du bonheur pour tout le monde, en fait. Non, je pense que la société y est aussi pour beaucoup, en fait. Si on se pose toutes ces questions, de se dire est-ce que c'est normal et tout, c'est parce que justement, la société nous met face à ça, de se dire tu peux pas t'épanouir autrement qu'en étant mère, etc. Alors par contre, les pères, les hommes, on leur dit jamais que si t'as pas d'enfant, ta vie entre guillemets est foutue, quoi. C'est fou parce qu'il y a tellement un double standard quand on y pense, parce que des pères démissionnaires, il y en a beaucoup. Des pères, ou plutôt des hommes célibataires qui ont des carrières épanouies, des vies sociales très remplies. Il y en a beaucoup. Ouais, non, moi j'ai des hommes qui ont lu mon livre, c'est ça, puis ils m'ont dit c'est drôle, hein, nous j'ai jamais senti qu'on avait eu cette pression là. Tu sais, comme au bureau, ils se font jamais demander hey, toi tu veux-tu avoir des enfants ou quelque chose là-dedans. La pression est vraiment, c'est comme si la maternité, en fait la parentalité était reléguée à la maternité. C'est une affaire de femmes. Mais non, faut être deux pour faire un enfant. Puis c'est leur responsabilité aussi. Mais ouais, la pression de la société est vraiment là. Tu sais, juste les politiciens qui parlent des familles québécoises. Tu sais, si moi je suis pas une famille, est-ce que je suis une citoyenne quand même? Est-ce que je compte? Tu sais? Je suis là, j'existe. C'est ça, dès qu'on déroge un peu de ce plan-là, là, ça nous fait remettre en question beaucoup de choses dans la vie. Mais c'est ce qui te fait dire qu'il y a deux camps. Il y a les femmes avec et il y a les femmes sans enfants. Ouais, ben j'en parle un peu. Tu sais, je veux vraiment pas me mettre les mères à dos. C'était pas ça, en fait. C'est juste que on dirait que la société, il nous divise, en fait, malgré nous. Je pense qu'on est toutes des femmes au départ. On devrait juste rester comme ça. Mais on est séparés entre les mères puis celles qui en ont pas. Puis celles qui en ont pas, malheureusement, tu vois, on est comme des préjugés là, de elle fait juste penser à sa carrière, ou elle aime ça sortir, ou elle aime ça voyager, ou elle a 2 chats. Tu sais, je veux dire, le cliché, mais c'est comme... On va te dire que t'es égoïste aussi, alors finalement, avoir un enfant est un acte égoïste, on le fait pas pour l'enfant, on le fait pour nous. Donc, c'est là aussi où je trouve que c'est très... Moi, j'ai 2 enfants, puis mon désir d'avoir des enfants venait du souhait de sortir de ma tête. Parce que je trouvais que j'étais trop... Avec moi-même, je voulais prendre soin de quelqu'un d'autre. J'avais ce désir-là qui n'existait pas avant, contrairement à toi. Moi, les enfants faisaient pas partie du portrait tant que ça. Mais quand j'ai rencontré mon mari, je me suis dit, tiens, c'est possible avec lui. Mais le désir était là, mais pas par un geste forcément égoïste. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tout à fait. Je dis pas que c'est parce que c'est égoïste, mais je veux dire, dans les faits, on n'a jamais demandé à l'enfant, est-ce que tu veux naître? C'est plus ça que je voulais dire que le fait que... Bien sûr, il pourrait pas répondre. Tandis que quand on dit qu'aux femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles sont égoïstes. Ouais. Mais c'est ça, mais dans égoïste pour qui, en fait? Ouais, c'est comme... ça. Puis, tu sais, c'est pas vrai, en fait, que, tu sais, les femmes qui ont pas d'enfants, c'est juste parce que, c'est ça, moi, je veux continuer à vivre mon train de luxe, mon train de vie, c'est ça. Non, c'est plus profond que ça, en fait, comme raison. On devrait se retenir, en tout cas, dans nos commentaires puis nos questions. À vous entendre, là, on pose peut-être un peu, parce que ça dépend comment c'est amené aussi, je pense, mais il y a une façon de poser les questions, je pense. C'est sûr, je repense à ce que ta mère te disait, même si ça partait très probablement d'une bonne intention, c'est se ramener un peu la couverture à soi, de se dire, c'est mon deuil, alors que peut-être que toi aussi, finalement, le fait de ne pas avoir d'enfant avec du recul, ou en tout cas, peu importe les raisons, ça peut être douloureux aussi pour toi. Et en fait, moi, j'ai jamais choisi d'avoir un enfant pour que mon père soit grand-père, par exemple. Enfin, je veux dire, encore une fois, je me suis dit, parce que j'avais un désir d'enfant, d'agrandir la famille. C'était pas faire d'enfant pour les autres. Non, exactement. Mais dans ton livre, tu parles de certaines femmes qui se sont un peu laissées convaincre, finalement, pour faire plaisir aux futurs grands-parents, aux conjoints. Oui. Ça existe. Et puis après, le conjoint qui, finalement, n'en fait pas une. Ça, je trouve, ça a le don de me mettre dans une colère terrible. On a parlé du chemin tout tracé, du conte de fées. Qu'est-ce qu'on devrait dire à nos filles ou qu'est-ce qu'on devrait ne pas dire aux petites filles, aux nièces, aux futures générations finalement, par rapport à leur destinée,
la maternité, tout ça, Catherine? Ben, je pense que là, en fait, c'est un privilège de se demander est-ce que je peux ou ne pas avoir des enfants, là? On s'entend que c'est quand même... On a ce choix-là maintenant, mais c'est un choix qu'on doit faire puis qu'on doit y réfléchir, en fait. C'est seulement ça, de pas juste l'accepter comme une vérité, comme un chemin absolument qu'on doit prendre, mais plus, justement, c'est un choix. Puis il faut peser le pour ou le contre et y réfléchir, en fait. Prendre un petit temps d'arrêt, finalement, puis être un peu plus conscient de... Pas le faire juste parce que tout le monde le fait. Puis c'est ça, tu disais tantôt, mais si tout le monde le fait, puis tout le monde a l'air de passer au travers, c'est pas une bonne raison non plus. Il faut quand même y réfléchir, puis c'est une expérience que tu vas vivre toi, puis justement, tu vas vivre la solitude parce que la maternité, c'est quand même une grosse expérience, donc c'est juste d'y réfléchir avant. Mais je pense que même en y réfléchissant, moi je sais que j'en parlais récemment avec une amie, elle, depuis toujours, elle se voyait pas avec des enfants, puis avant même que je sois enceinte, elle me disait « Ah, mais les enfants, regarde, c'est beaucoup plus compliqué de partir en voyage et tout », puis c'est vrai ce qu'elle dit, enfin je veux dire, je la vois toujours pas d'enfants, puis à faire plein de voyages, à sortir, etc., la spontanéité, et je me dis, je l'entends encore me dire tout ça, et malgré ça, lui dire, oui, mais quand même, je pense qu'un voyage avec un enfant, c'est une question d'organisation, enfin, c'est comme s'il fallait que je me persuade que c'est juste une question d'organisation. Mais on oublie que comment ça va nous faire sentir, nous, parce que la maternité, c'est bien beau, mais parfois je me dis, est-ce que même avec tout ce que je sais aujourd'hui, je me serais peut-être quand même dit, oui, mais trouver une excuse, en fait, ce sera différent. Mais sauf que je savais pas, moi, comment ça allait me bouleverser, comment ma propre enfance allait me retomber dans la figure, comment... On m'aurait dit, Astrid, attention, parce que je te garantis, là, j'en ai la preuve que ça va être extrêmement violent pour toi pour X, Y raison. Peut-être que oui, là, pour le coup, je me serais dit, oulala. Mais est-ce que vraiment, je me serais pas dit, ouais, mais c'est ce qu'on dit, mais non, je vais gérer. C'est ça, en fait, je pourrais jamais répondre à cette question. Parce que j'avais pas réfléchi au fait de est-ce que je veux vraiment un enfant. Mais j'avais quand même discuté avec des gens qui n'en voulaient pas, des amis proches, qu'on me fasse changer d'avis. C'est juste, je me suis dit, ok, j'ai leur avis, c'est même pas un avis, en fait, c'est leur vision de ça. Moi, j'en ai une autre. Mais sauf que, tant que j'ai pas le pied dedans, je peux pas savoir comment je vais le vivre, puis... C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que, je reprends ta question, là, qu'est-ce qu'on devrait dire à nos enfants ou nièces, etc. Je sais pas. On sait pas. Parce que oui, il faut se poser les bonnes questions, mais il y en a qui ont... Je pense à ça, d'ailleurs, dans le livre, il me semble que j'en parle, ou c'est sur Instagram, je sais plus. Des mères qui sont passées par des années de PMA, qui désiraient plus que tout... la procréation médicalement assistée. Ah oui. Qui ont voulu ardemment, parce que pour passer au travers de tout ça, c'est prenant pour le corps, c'est dans le couple aussi, je pense que c'est très, très demandant. Oui, financièrement aussi. Financièrement. Donc, il y avait quand même ce désir énorme, et qui, malgré tout, aujourd'hui, vivent ce regret, et qui se sentent terriblement coupables. Ça aussi, c'est très tabou. Ils sont passés par tout ce chemin-là. Moi, pour ça a été... Pour en avoir un, et ils regrettent le fait d'être mère après. Donc, c'est même pas tant... Il y a à se poser les questions, mais je pense qu'on pourrait se poser toutes les questions du monde. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Peut-être ce sera moins dur, en effet, parce que il y a des personnes qui ont lu mon livre qui me disaient, moi, je sais pas si j'en veux, puis finalement, qui m'ont dit, je pense que, ok, je vais faire une thérapie pour peut-être soigner quelques petits trucs, puis après on verra. Ou d'autres qui m'ont dit, non, ça me confirme que, je suis pas faite pour ça. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous nommez toutes les deux, c'est que je pense qu'on met beaucoup l'accent sur la maternité comme telle, comme le fait d'être enceinte, en fait. Quand on a un enfant, on nous prépare donc à l'accouchement, mais on nous prépare pas aux 6 mois d'après, qui sont probablement les plus difficiles. Ouais. On n'a pas de cours de parentalité, mais on sait comment pousser un bébé hors de son corps. T'sais. Donc, il y a comme une espèce de focus sur le fait d'être enceinte. Oui. En fait, moi, j'ai accompagné une amie proche. Justement, j'ai suivi les cours de préparation à la naissance. Sauf que les premiers jours, c'est ça, c'est... On pense que c'est fini une fois qu'on a accouché. On se dit, enfin. Non, c'est là que tu fais comme, c'est le plus facile, en fait. J'aurais aimé ça comme savoir comment changer une couche, savoir comment manipuler un bébé, comme c'est normal je pense qu'il fait des crampes, sa température baisse, plus tu capotes, puis il y a plein de choses. Il n'y a pas de guide pour être un parent. En tout cas, même la base, en fait, je pense que comme chaque enfant est unique, il y en a qui vont vivre... c'est ça, des coliques ou n'importe quoi dans les premiers jours. De là, tu sais, dans je sais pas, les familles intergénérationnelles, d'avoir la tante ou la grand-mère sous le même toit qui va dire « Hey, fille, c'est normal, il y a ci, il y a ça ». On a comme une brisure, je trouve, dans notre organisation de la famille qui fait qu'on est vraiment seul avec les enfants.
puis qu'on s'en remet à des copines qui ont le même âge, qui n'ont pas cette expérience-là, ou on va sur Internet, puis là, on trouve les pires maladies possibles, parce que, bon, c'est ça, c'est Internet aussi, là, tu sais. Mais je trouve qu'il y a une fracture, en tout cas, puis je me demande peut-être que le mode familial a changé aussi, justement, c'est moins intergénérationnel, puis aussi, maintenant, c'est peut-être 1 ou 2 enfants. Plus tard moi, aussi. des mères que je connais qui, tu sais, rendues au 3e, c'est comme, mais mon Dieu, que je capotais donc le premier pour rien. Ouais, fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi. C'est peut-être les voisines qui t'aidaient plus parce qu'il y en avait 5 ou, tu sais, des choses comme ça. Fait que, il y a peut-être c'est comme cette espèce d'expérience-là commune qui s'est perdue. Ouais. Le savoir-faire, juste la connaissance, la transmission. Maintenant, les grands-parents, ils veulent pas appeler, en tout cas, tes grands-parents sont pas au Québec, là, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent pas s'imposer, hein, qui veulent pas en fait, trop ils sont rendus actifs et qui veulent profiter de la retraite puis qui veulent plus s'occuper de leurs petits-enfants. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui tombent de haut, là, parce qu'ils pensaient que les grands-parents allaient être là, mais non, ils ont des activités maintenant. C'est ça, exactement. Ils ont été parents suffisamment longtemps, maintenant. Voilà. Oui, puis on a des vies bien remplies, alors que nos grands-mères avaient pas de carrière. Nos grands-mères n'avaient pas cette injonction-là au bonheur qu'on a aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on termine avec le fait de faire la paix. Tu sais, quand on t'écoute, quand on lit le livre Astrid, on se dit, bon, ça va évoluer, le regret maternel. Comment tu arrives à faire la paix avec ce sentiment-là qui t'habite au quotidien? Avec des années de thérapie. Thérapie solo, thérapie de couple, donc un budget astronomique, mais je me dis, si je fais pas ça, je sais pas où je m'en vais, en fait. Donc c'est ça qui m'aide à garder cet équilibre. Encore une fois, on parle d'équilibre, c'est vraiment nécessaire. C'est extrêmement énergivore, parce que c'est 2 fois par semaine, une fois solo, une fois en couple, toutes les semaines. Donc c'est très demandant, mais si j'ai pas ça, je pense que je fonce dans le mur, même encore maintenant, après 5 ans d'ancienneté de mère. J'ai besoin de ça pour me raccrocher à quelque chose. La communication dans le couple aussi est beaucoup plus présente, donc ça aide. Mon conjoint est capable de me dire, bon là, regarde, prends un break, je prends le relais. Mais il y a la culpabilité, encore une fois, qu'embarque, de se dire, mais si je fais toujours des breaks et que lui, il prend toujours le relais, quand est-ce que lui, il prend un break? Est-ce que moi, je suis capable de prendre le relais? Je sais pas. Je me permets aussi de partir en France 10 jours toute seule, ce que j'ai fait en septembre, puis ça m'a fait beaucoup de bien. D'avoir ces moments de temps pour moi, en fait, c'est ça qui va rétablir un petit peu le tout. J'essaye de me faire plus confiance aussi, j'essaye de m'écouter un peu plus, j'essaye de... Bon, mon fils grandit, donc je pense que ça aide aussi à cette autonomie qu'il a, le côté aussi a beaucoup aimé faire ses trucs dans son coin, autant qu'il a besoin d'être avec nous. Donc là aussi, lui aussi, il a un bon équilibre de ce niveau-là. J'essaye, puis bon, l'écriture du livre a été très thérapeutique, ça a beaucoup aidé. Le fait d'en parler, de continuer à en parler, d'avoir des retours de gens qui m'ont dit, ton livre m'a vraiment fait du bien. Il y a même une personne un jour qui m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Là, je me suis dit, ok, bon. Moi qui n'étais pas sûre au tout début que c'est pas que je me dis que c'est pas une bonne idée, mais j'avais peur de me prendre des tomates dans la figure. Bon, virtuellement, c'est arrivé, mais je n'ai pas lu tout ça. Mais de savoir, en fait, que ça a pu aider du monde, je pense que ça aussi, ça nourrit positivement. Puis c'est sûr que ça m'apaise, mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour calmer cette colère qui est en moi parfois de partir au quart de tour pour rien, pour rien. C'est jamais pour rien, mais parfois je m'énerve toute seule et je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi tu te redeviens une petite Astrid de 5 ans? Pourquoi tu n'arrives pas à garder la Switch adulte allumée, en fait? Donc ça, c'est un travail de longue haleine, mais je me dis, moi, au moins je fais ça, mes parents n'ont pas fait tout ce chemin-là, donc je fais ça pour moi, mais pour mon fils aussi. Ouais, bravo. Parce que j'aurais sûrement pas fait. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre. La maternité, ça m'a aussi appris à travailler sur moi des choses profondes. Donc... Mais tu fais la brisure générationnelle, ce qui est bien. J'essaye, mais c'est lourd. Catherine, t'es apaisée avec toi-même, avec ton chemin, avec ton parcours? T'es en paix avec ça? Oui, vraiment. Puis, en fait, justement, d'écrire le livre aussi, puis vraiment de creuser le bobo, puis de vraiment creuser la question de ma non-maternité, c'est ça m'a vraiment, justement... J'ai fouillé tous les coins noirs que j'allais pas fouiller avant, donc j'ai vraiment fait la paix avec ça. Puis de le dire aussi, d'en parler, c'est super gratifiant. Déjà là, j'ai commencé un peu les salons du livre, les gens viennent m'en parler, ils sont tellement contentes d'être représentées un peu, puis donc juste pour ça, ça vaut tellement la peine d'avoir pris la parole là-dessus. Là. Je suis très contente. Qu'est-ce que tu penses du mot nullipare? Je déteste ce mot.
Ben, c'est juste parce que c'est pas un beau mot, là. Il y a le mot nul dedans, donc... mais j'essaye de me le réapproprier, là, en l'utilisant, puis c'est ça. C'est juste pas un beau mot de la langue française, en fait. Qu'est-ce que tu préférerais? Ah, je sais pas, mais pas... tu sais, non-mère, c'est ça. Sans enfant. Non-mère. C'est pas mieux non plus. Non, parce que tu te définis par la négative. Ouais. Je n'ai pas, fait que t'es en manque. C'est comme si t'étais presque carencée. C'est pas chouette. Non, puis ben en fait, je reviens sur tantôt qu'est-ce que tu voudrais dire aux futures femmes, mais en fait, c'est juste... Ben, le bonheur se trouve en dehors de la maternité aussi. Puis moi, c'est ce que j'ai fait la paix avec ça. Puis c'est ça. Je cultive mon bonheur, même si je n'ai pas d'enfant. Et tu réponds quoi aux gens qui disent oui, mais être une femme, ça veut dire être mère? Je pense qu'on est plus que ça. On n'est pas régi par notre utérus. C'est plus... On n'est plus des animaux non plus régis par notre biologie. Là. Je pense que maintenant, on est des êtres pensants depuis des années. Donc, je pense que les femmes, là, on a le droit de décider qu'est-ce qu'on fait avec notre corps aussi. Ouais. Alors, tu dirais que tu es heureuse? Oui. Wow! Hey, c'est toute une affirmation, ça! Wow! Je le prends. Hey, merci à vous deux. Merci. Vraiment pour Merci à toi. votre courage, toutes les deux, d'avoir osé toucher à cet archétype maternel, parce qu'une mère, par définition, c'est de l'abnégation, c'est du don de soi, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est des rides de joie au visage, alors qu'on sait que le revers, c'est pas tout à fait ça. Alors bravo à vous deux d'oser, je dirais, s'attaquer à cet archétype de mère pour le bien-être de toutes. Merci encore. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!